La politique vaccinale bat son plein dans de nombreux pays avec des thérapies géniques en phase 3 d'essais cliniques qui se terminent au plus tôt en 2022. Depuis les documents enregistrés avec les régulateurs qui étaient faits par les fabricants de vaccins, quelques études d'efficacité ont été réalisées, dont celle de Dagan et al. En Israël, un des pays ayant le plus vacciné. Avec une autorisation temporaire d'utilisation, de nombreuses études sur la génotoxicité, l'immunotoxicité et la biodistribution n'étaient pas disponibles alors qu'elles sont des informations clés pour l'obtention d'une autorisation complète. Les attentions se sont donc tournées vers les bases de données de pharmacovigilance pour mesurer les effets secondaires avec une donnée importante et connue, la sous-déclaration des effets secondaires. Il est en effet complexe de déclarer les effets secondaires et des études ont estimé cette sous-déclaration. Un groupe de chercheurs autour du professeur Wallach a tenté d'amener un éclairage sur les choix et les conséquences des politiques vaccinales sur les données disponibles à l'heure actuelle. Son étude, après avoir été revue par les pairs et publiée dans la revue Vaccines, a été rétractée sous la menace de démission d'un certain nombre de membres du comité éditorial, dont certains ont des liens d'intérêt bien réels avec l'industrie pharmaceutique. Alors que d'autres articles combinant des données médiocres et une méthodologie antiscientifique jouissent d'une complaisance totale du moment que leurs conclusions suivent le sens admis par une majorité. Par exemple, cette étude publiée dans Nature conclut sur les vies sauvées par les mesures de restriction mises en place dans de nombreux pays du monde, alors qu'elle cumule l'utilisation de mauvaises données et l'utilisation dévoyée de modèles mathématiques. Nous en proposons une analyse complète dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revoir l'étude de Wallach et on va mettre en avant de manière indépendante les avantages et les inconvénients du travail effectué. Pour conclure, qu'en l'état actuel des choses, l'étude aurait pu faire l'objet d'une modification de texte, mais cependant, ses conclusions tiennent et doivent faire l'objet d'une analyse approfondie. Le point principal qui a poussé le directeur de la publication à rétracter l'étude est lié à l'imputabilité des effets secondaires graves au vaccin, ce qui fait l'objet d'une discussion. Cette étude de Wallach et al. Utilise en effet des données que nous allons discuter pour étudier la possible dangerosité des vaccins. En face, elle utilise les résultats d'une étude que nous allons également discuter pour étudier leur possible efficacité. L'idée de ces deux analyses est bien évidemment de mettre en face les deux résultats pour tenter d'évaluer si le bénéfice de la vaccination est supérieur au risque. Lorsque l'on lance une politique de si grande ampleur, il convient d'apporter des preuves suffisantes que le nombre de vies malheureusement perdues sera bien inférieur à celui des vies sauvées. Cette étude de Wallach et al. Nous montre qu'à la fois les vies sauvées pour 100 000 vaccinés paraissent bien maigres et que le nombre de remontées de pharmacovigilance pour 100 000 vaccinés sont non négligeables. Ainsi, dans l'état actuel peu satisfaisant des données disponibles, il convient de se poser la question de l'opportunité de cette politique. Les effets indésirables des interventions médicamenteuses sont répertoriés au niveau européen et disponibles sur EudraVigilance. Les rubriques concernant les vaccins contre la Covid-19 sont disponibles à la lettre C pour Covid-19 et des remontées existent pour Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Janssen. La première plus-value de l'analyse de Wallach et al. Est de nous alerter sur la mauvaise remontée des données de pharmacovigilance sur les vaccins. En effet, leur analyse, ici en date du 4 juillet 2021, montre d'énormes différences par pays. Comme le souligne l'étude de Wallach et al., il serait invraisemblable de conclure à une sensibilité particulière des Néerlandais à la vaccination, et le plus probable est bien évidemment que les remontées sont très inégales selon les pays. Il est notoire que la pharmacovigilance ne permet pas de suivre efficacement les liens entre l'administration d'un produit et la mortalité qui suivrait. En premier lieu, le suivi des données est inadapté. D'une part, la pharmacovigilance est passive. Les institutions attendent que les individus, les patients ou les professionnels de santé, notifient les cas à la pharmacovigilance de l'État ou du fabricant. Cependant, il est notoire que cette attente passive ne fonctionne pas et que les remontées sont bien plus rares que les cas. C'est ce que l'on appelle la sous-notification. Les études sur le sujet estiment que seulement 1% des événements indésirables sont rapportés et donc que 99% ne le sont jamais connus. En France, il est estimé que ce chiffre est de 5% selon une étude. Le docteur Humlil estime que les effets indésirables déclarés pourraient être compris entre 5 et 10% de ce qui devrait l'être dans une étude de 2006 publiée dans Le Pharmacien hospitalier. Enfin, la méthode d'imputabilité utilisée ne permet pas de lier le décès à l'administration d'un vaccin.
Cette méthode d'imputabilité s'appuie sur le principe challenge, déchallenge, rechallenge. Ainsi, un effet devient identifié entre un produit et un événement indésirable lorsque l'événement est arrivé après la prise du produit, par exemple une éruption cutanée, puis que l'événement s'est arrêté après la prise du produit, la fin de l'éruption cutanée, et enfin que l'événement est revenu après la reprise du produit, une nouvelle éruption cutanée. Dans le cas présent, le décès d'un jeune de moins de 40 ans, par exemple, suite à l'administration de la première dose, ne pourra rentrer que dans la case challenge. Il n'est pas possible de réveiller un mort pour lui administrer une seconde dose et vérifier qu'il décède de nouveau. Un tel cas sera donc codifié comme peu probant. Concernant la remontée des données, on peut également s'étonner que sur les 665 525 remontées de pharmacovigilance, seules 266 221, soit 40%, sont du fait de professionnels de santé. Ainsi, la remontée repose sur les patients qui réalisent la démarche, qui est fastidieuse et complexe de cette remontée. Cela illustre la désorganisation de ce suivi et par voie de conséquence, la sous-notification. D'une part, il semble illusoire de penser que des désagréments mineurs pour des personnes en bonne santé, comme une fatigue intense, soient correctement suivis, alors qu'ils peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les patients âgés et affaiblis. Et d'autre part, si les professionnels de santé ne remontent pas les décès survenus peu de temps après la prise d'un médicament, il y a peu de chances que le patient décédé le fasse lui-même. Ce suivi de pharmacovigilance est donc un aperçu de la situation qui ne peut en aucun cas couvrir le champ complet des effets indésirables. Et toujours d'après les données par pays sur EudraVigilance, il paraît complètement légitime et logique de tenter de comprendre la situation d'un pays en étudiant celui pour lequel la remontée se fait le plus, c'est-à-dire les Pays-Bas. Cette étude n'est évidemment pas parfaite puisque les remontées de pharmacovigilance ne correspondent pas exactement aux effets secondaires réellement imputables au vaccin. Nous avons vu que nous savons qu'il manque énormément de remontées et à l'inverse, nous savons que certaines remontées n'ont pas de rapport avec le vaccin. Nous pouvons schématiser ici cette différence. L'étude utilise les données de pharmacovigilance, du rond orange, non pas en les confondant avec les vrais effets secondaires réellement causés par les vaccins, qui sont le rond bleu, mais bien parce qu'il s'agit de la seule donnée connue. Nous avons détaillé le manque de remontées plus haut, qui serait dans la partie bleu clair, et nous savons qu'il existe des remontées sans rapport avec le vaccin, que nous appellerons surnotification, qui sont la partie orange clair. Nous notons que les experts missionnés pour suivre la pharmacovigilance ont pour mission de limiter la surnotification en vérifiant chaque déclaration. Cette partie est donc limitée. Et à l'inverse, aucun effort n'est mis en œuvre pour récupérer de manière proactive la sous-notification. Par construction, l'étude des remontées de pharmacovigilance entraîne plus probablement une sous-estimation qu'une surestimation. Ajoutons que nous ne pouvons que déplorer la rigidité de l'outil qui est mis à disposition par EudraVigilance. Tous les tableaux et graphiques sont figés et il est impossible pour l'utilisateur de choisir ses croisements pour réaliser des analyses. Pourtant, cette possibilité ne pose aujourd'hui aucun souci technique, c'est donc un choix délibéré. Il serait pourtant nécessaire de creuser si les différences observées entre pays, type de vaccin, âge, catégorie d'effets secondaires ou autres sont liées entre elles ou indépendantes. La qualité des analyses est donc limitée par l'outil et loin de ce qui devrait normalement être exploitable. Le site du LAREB nous permet de suivre les remontées de pharmacovigilance des Pays-Bas. On constate d'emblée que si les Pays-Bas ont autant de remontées de pharmacovigilance, c'est grâce aux remontées des patients et pas des professionnels de santé. Plus de 90% des remontées proviennent des patients. La seule manière de suivre les effets secondaires d'un médicament est donc d'impliquer tous les citoyens dans cette démarche et malheureusement pas de compter sur une organisation centrale qui semble se défausser de cette responsabilité. Comme vu plus haut, ce ratio de 90% de remontée des patients laisse planer le doute sur le fait d'avoir l'exhaustivité des cas suspects et en particulier des décès. Au 4 juillet 2021, le nombre de décès remontés est de 409 pour 13,4 millions de vaccins distribués, soit un nombre de décès remontés de 3,05 pour 100 000 doses. Ce ratio est inférieur à celui de l'article de Valache et al. Et en effet, d'une part, le public vacciné est de plus en plus jeune et a naturellement une probabilité de décès inférieure, et d'autre part, les nouvelles vaccinations arrivent à la fin du printemps, période où la mortalité est inférieure à l'hiver. Sur ce graphique, nous confrontons les décès toutes causes chaque semaine des Pays-Bas disponibles sur Eurostat, avec en noir les plus de 65 ans et en rouge les moins de 65 ans, et nous confrontons au nombre de nouveaux vaccinés pour 100 000 habitants, ici en bleu.
On observe bien dans la mortalité toute cause hollandaise un léger rebond à partir du mois de mars pour les plus de 65 ans, au moment de l'intensification de la campagne vaccinale. Ce rebond de mortalité s'observe sur la totalité des pays d'Europe ayant lancé une campagne vaccinale de grande ampleur, comme je le montre avec l'ensemble des graphiques sur cet article. Il existe donc bien un lien statistique entre la politique vaccinale et la hausse des décès. L'étude des remontées de pharmacovigilance est légitime pour qualifier ce lien. Et d'après ce que nous avons détaillé plus haut, le ratio de 3 pour 100 000 n'est pas l'exacte réalité, mais juste la meilleure approximation dont nous disposons aujourd'hui. Ce ratio était de 4 pour 100 000 lorsque la période hivernale et le nombre de personnes âgées pesaient plus fortement. Nous allons analyser maintenant l'étude de Dagan et al. Affirmant des gains de vie à la suite de la politique vaccinale. Le premier élément à vérifier avant de lire une étude sur l'efficacité d'un médicament est l'ensemble des liens d'intérêt qui unissent les auteurs et le producteur, ici Pfizer. Nous pouvons en lire l'exhaustivité sur cette page. Ran Balisser, Noam Barda, Noah Dagan, Mark Katz, Elda Kepton, Oren Myron, Shaperchick déclarent avoir reçu une subvention, qu'on appelle grant, de Pfizer, n'ayant pas de rapport avec la présente étude. Le docteur Lipsich fait état de subventions de Maurice Singer Fund pendant la réalisation de l'étude, soit de subventions Pfizer, d'honoraires personnels de Merck, de Bristol Myers Squibb, de Sanofi Pasteur, de subventions du NIH, de subventions du CDC, de subventions de Open Philanthropy. Il est également fourni des conseils non rémunérés sur les vaccins Covid ou les études vaccinales à Wine Day Sooner, une association à but non lucratif. À ce stade, non seulement nous savons avoir affaire à des chercheurs engagés dans la promotion vaccinale, mais ayant également des liens financiers avec le principal bénéficiaire. Avoir une étude partisane est toujours un problème pour juger de la pertinence des résultats. Même avec une méthodologie mathématique de qualité, bien souvent les choix s'opérant au niveau des données vont avoir un impact déterminant sur les résultats. Dans une étude comme celle-ci, le choix de conserver telle ou non telle donnée avec une qualité discutable pourrait être déterminant sur le résultat final. Si les auteurs portent un a priori positif sur la vaccination, ce dont ils ne se cachent pas, le bénéfice calculé pourrait être supérieur que si l'étude avait été réalisée par une autre équipe. De plus, selon certains articles de presse, un contrat particulier existe entre l'État israélien et Pfizer. En échange d'une sécurisation d'un stock de doses, l'État israélien donnera accès à Pfizer à un certain nombre de données de santé. On soulignera que cette entente entre l'État et le producteur amène une pression inconfortable sur les auteurs d'études d'impact. D'un point de vue méthodologique, cette étude n'est pas une étude randomisée. Il ne s'agit pas d'un groupe d'études et d'un groupe de contrôle choisi au hasard et portant des caractéristiques similaires. Cette étude est construite à partir de données administratives médicales. Il n'y a donc absolument aucun contrôle scientifique préalable sur leur qualité. Les études randomisées portent la plupart du temps le défaut d'avoir des effectifs bien trop restreints pour montrer l'efficacité d'une substance. Et avec peu de données, il suffit de faire sortir du champ de l'étude quelques patients pour obtenir le résultat souhaité. À notre époque, avec le pouvoir financier énorme des grands laboratoires pharmaceutiques et leur implication dans les études, il est très difficile de démêler les résultats complaisants de vraies avancées médicales. En revanche, si une étude randomisée, neutre, portait un très grand nombre de patients, elle aurait le mérite d'appliquer le même protocole et les mêmes définitions à tous les relevés effectués, contrairement à la présente étude. Dans l'étude Dagan et al., les auteurs utilisent des données administratives médicales de chaque patient inscrit à l'organisation de santé Clalit Health Service, représentant 53% des Israéliens. Précisons que sont également exclus de cette étude les personnes ayant déjà eu un test PCR positif, les personnels soignants et les enfants de moins de 16 ans, les personnes qui ont eu des interactions avec le système de santé au cours des 3 jours précédents pouvant indiquer le début d'une maladie symptomatique et pouvant empêcher la vaccination, les résidents de maisons de retraite et les personnes médicalement confinées à domicile. Mais surtout, les données utilisées par les auteurs pour juger l'efficacité de la vaccination comportent un biais dont il est impossible de déceler l'importance. Toute l'analyse est fondée sur les remontées de cas d'hospitalisation et de décès Covid-19 des personnes vaccinées et non vaccinées enregistrées par la Clalit Health Service. Cependant, rien ne garantit que les vaccinés et non vaccinés ont bien le même comportement vis-à-vis du test. Est-on certain que dans la base administrative, les vaccinés ont bien été testés avec la même fréquence que les non vaccinés? N'a-t-on pas une probabilité plus grande de considérer un vacciné comme non atteint de la Covid-19 sans faire de test qu'un non vacciné? Cette différence possible pour la positivité du test peut également se poser au niveau des décès.
Cette étude n'analyse que les décès liés à la Covid-19 et pas les décès de toute cause. N'a-t-on pas plus de probabilité de ne pas avoir été testé Covid-19 avant de décéder lorsqu'on a été vacciné? Toujours sur les décès, ajoutons que seule l'étude des décès toute cause et pas l'étude sur les décès Covid-19 pourrait nous permettre d'être transparents sur la qualité du vaccin. Un vaccin qui aurait pour effet secondaire de tuer les plus fragiles de la population ferait que les survivants décéderaient beaucoup moins de la Covid-19, sans pour autant que ce soit un réel bénéfice pour la population. Pour savoir si le vaccin Pfizer porte un bénéfice sur la population, il ne faut pas regarder si les patients décèdent moins de la Covid-19, mais décèdent moins tout court. Les décès toute cause sont la seule donnée administrative sans biais exploitable. Le biais précédent, dû à l'utilisation des données administratives, n'est pas le seul. Dans les annexes de l'étude, page 9, les auteurs notent eux-mêmes que l'efficacité globale du vaccin dans notre étude est surestimée car elle n'inclut pas la période de suivi précoce pendant laquelle le vaccin n'a pas d'effet détectable. L'ensemble des biais détaillés ici par l'utilisation de données administratives ou bien relevés par les auteurs eux-mêmes vont tous dans le sens d'une surestimation de l'efficacité du vaccin. Les conclusions de cet article sont donc à considérer avec prudence et plutôt comme un maximum que comme une approche par le bas. Nous avons donc une sous-estimation des décès dus à la vaccination, car l'étude de Valache et al. Calcule le nombre de décès dus à la vaccination en utilisant une approche imparfaite, mais qui, par construction, a tendance à l'estimer par le bas pour donner 3 décès pour 100 000 doses. À l'inverse, nous avons une surestimation du nombre de vies sauvées par la vaccination. Nous l'avons vu, l'étude de Dagan et al., par construction, a tendance à estimer par le haut le nombre de vies sauvées. Pour Dagan et al., entre 2 et 11 vies sont sauvées de la Covid-19 pour 100 000 doses de vaccins utilisées. L'étude de Valache et al. A donc parfaitement raison de se poser la question de l'opportunité de la politique vaccinale, puisque son approche montre un nombre de vies perdues dans l'intervalle de confiance des vies sauvées. L'hypothèse faite par Valache et al. Est que les décès déclarés dans la REB sont imputables au vaccin. Ceci est raisonnable, mais a fait l'objet d'une critique du directeur de la REB qui explique qu'il n'y a pas de certitude sur l'imputabilité au vaccin, tout en rajoutant qu'il y avait une forte présomption. Rétracter un article sur cette base paraît excessif étant donné l'intérêt pour les régulateurs de bénéficier d'analyses probantes. Il eût été préférable de calibrer cette analyse, soit en utilisant des métriques existantes de mesure de causalité, soit en effectuant une analyse de sensibilité ou test de réalité. En l'occurrence, il s'agirait d'estimer la proportion de décès à imputer au vaccin pour que l'analyse soit considérée comme probante. En faisant le calcul, on s'aperçoit que pour avoir un ratio de 2 vies sauvées contre moins de 2 décès à déplorer, il faut que moins de 65% des déclarations soient réellement imputables au vaccin. Tout ceci sans prendre en considération un facteur de sous-déclaration des événements indésirables. C'est ce que l'on voit sur ce schéma. L'intervalle de confiance des bénéfices de la vaccination est équiprobable. Cela signifie que pour l'étude de Dagan et al., nous ne pouvons pas savoir si le bénéfice est de 2 vies sauvées de la Covid-19 pour 100 000 vaccins ou de 11 vies sauvées de la Covid-19 pour 100 000 vaccins. Et d'après l'étude que nous avons vue avec Valache et al., nous estimons à 3 décès imputables pour 100 000 vaccins. Autrement dit, avec le niveau d'information dont nous disposons aujourd'hui, depuis les études réalisées pour justifier l'utilisation des vaccins jusqu'au suivi de pharmacovigilance, nous ne pouvons pas être certains statistiquement que la vaccination sauve plus de vies qu'elle n'en perd. En résumé, sommes-nous certains que la vaccination permet de sauver plus de vies en empêchant la Covid-19 qu'elle ne tue de patients par effet secondaire? La réponse est non. Est-il possible que la politique actuelle perd plus de vies qu'elle en sauve? La réponse est oui. Et ceci, malgré les incertitudes liées aux données. Il paraît donc plus que souhaitable que les autorités sanitaires s'emparent de ces analyses afin de prendre du recul et affiner la réponse sanitaire à l'épidémie. Et ceci sans tenir compte des traitements précoces tels qu'utilisés en Inde ou au Mexique par les autorités.